Bienvenue une fois de plus dans ce programme. Au Libéria, c'est le jour J. Nous parlons donc d'une édition spéciale. Le plus vieux pays du continent, c'est en effet ce lundi que l'ancien footballeur George Weah prêtera serment en tant que 25e président. La cérémonie de prestation de serment se déroulera hors de la capitale Monrovia. Nous sommes en ligne avec notre correspondant Harry Brown. Bonjour. Good morning, Harry. Yes, we agree. Bonjour. It's good to have you. It's good to have C'est intéressant de vous avoir ce matin, Harry. Quel est le climat qui règne à Monrovia en ce moment? Well, this morning Monrovia is busy. Monrovia connaît une ambiance exceptionnelle, tant des anciens chefs d'État et ceux qui sont au pouvoir, des membres du corps diplomatique, les membres de la 53e et 54e législature nationale, des officiels du gouvernement, des footballeurs, des célébrités, entre autres, sont déjà dans le pays et d'autres continuent d'arriver. Tout est calme, car il y a une forte présence des forces de sécurité déployées au niveau des routes principales. La journée a été déclarée fériée par la présidente sortante Ellen Johnson Sirleaf, à cause notamment de cet événement. Alors, on peut donc imaginer ce que cela représente au Libéria. Les événements relatifs donc à cette prestation ont démarré depuis vendredi. La ville de Monrovia s'est-elle préparée en conséquence? La cérémonie aura lieu au complexe sportif Samuel Canyon Doué de 35 000 places, récemment rénové, qui est le stade national situé à Pennsville, hors de la capitale, Monrovia. Le gouvernement a approuvé un budget de 900 000 $ américains pour la cérémonie d'investiture de Weah et Taylor. Du personnel de sécurité a été déployé au niveau des principales routes qui partent de l'aéroport vers la ville. Les hôtels et les coins des rues sont également sous haute surveillance afin de garantir une sécurité maximale aux invités. En fait, le boulevard Tubman, qui est le principal boulevard de la capitale, a été réservé exclusivement aux invités. Alors, Harry, c'est le premier transfert de pouvoir démocratique depuis 7 décennies au Libéria. Quel est le sentiment qui anime la population là-bas? Qu'est-ce que les gens attendent? L'excitation brille sur les visages des Libériens alors que les attentes sont énormes. Pour la première fois depuis 74 ans, les Libériens assisteront au transfert du pouvoir d'un gouvernement démocratiquement élu à un autre. Selon Wisdom Topor, 20 ans, étudiant à l'école de journalisme Peter Kwaka, cet événement marque un nouveau départ dans l'histoire du Libéria et un pas de géant pour notre démocratie. Il a dit, je cite, « Mon attente concernant le gouvernement est de voir le secteur de l'enseignement être amélioré afin de permettre aux jeunes de se former et les préparer au leadership et plus d'entreprises qui fourniront des emplois à la population. » Naomi Willie, une jeune diplômée de l'Institut agricole United Methodist College, voilà un espoir pour un meilleur avenir pour notre pays et espère que ce gouvernement renforcera et améliorera notre secteur agricole qui contribuera à stimuler l'économie et à créer des emplois dans d'autres secteurs. Wow, indeed, one can expect how one can see how huge the expectations are there right there. Alors, on peut donc voir ces attentes. Le président nigérian Muhammadu Buhari est attendu à la cérémonie, le président ghanéen ainsi que d'autres dirigeants du continent. Qui d'autres devraient venir? Et y a-t-il eu un mot de la part de l'entraîneur d'Arsenal, Arsène Wenger? Will he be around? Sera-t-il là?
Le président Buhari est arrivé dans le pays hier soir avec d'autres délégués et célébrités, parmi lesquels le chef de la CEDEAO et le président du Togo, Faure Gnassingbé, Jacob Zuma de l'Afrique du Sud, Ernest Bai Koroma de la Sierra Leone, Nana Akufo-Addo du Ghana, Ali Bongo Ondimba du Gabon, Jerry Rawlings, le président du Congo-Brazzaville, sont à Monrovia. Dans le pays se trouvent également des célébrités de toute l'Afrique du monde, Van Vicker, Jackie Appiah, John Dumelo, des stars du football international, Samuel Eto'o, Taribo West, entre autres. Il n'y a pas encore de confirmation pour Arsène Wenger pour des raisons inconnues, mais il pourrait surprendre tout le monde au regard de la relation qui le lie à Weah en tant que son ancien entraîneur et mentor. Harry, I'd like to thank you very much for speaking. Merci beaucoup, Harry, pour cette interview. Nous reviendrons vers vous pour d'autres informations concernant toujours le Libéria. Inauguration venue right now. You're welcome. Thank you, Desmond. Merci beaucoup. Thank you very much, Harry Brown. George Weah prend donc la tête du pays, d'un pays d'Afrique de l'Ouest considéré comme l'un des plus pauvres du continent. Une image qu'Ellen Johnson-Sirleaf n'a pas réussi à changer, et ce, en dépit de ces deux mandats marqués par de nombreuses réformes. À l'heure du bilan, il y aurait beaucoup à redire, selon certains, concernant justement ces bilans et ces mandats, celui, notamment parmi les secteurs concernés, celui de la santé, qui fait partie des arguments du programme de campagne du nouveau président libérian, George Weah. Suivez ce reportage. George Weah, le 28 décembre, acclamé par des personnes qui ont voté pour lui et qui dès ce lundi attendront désormais de lui qu'il règle leurs problèmes quotidiens. Alors qu'il prend fonction, tout le monde ou presque semble s'accorder sur un fait. La tâche s'annonce titanesque malgré les réformes économiques entreprises par Ellen Johnson-Sirleaf. Lors de la campagne pour le palais présidentiel, Mr. George est resté plutôt généraliste dans ses promesses. Baisse des frais d'inscription à l'université, lutte contre la corruption et développement du secteur de la santé. Et à ce propos, le secrétaire général du syndicat national des travailleurs de la santé s'est prêté au jeu de l'énumération des chantiers sur lesquels il est attendu. Il y a des problèmes d'infrastructure, le manque d'équipements médicaux de base, de fournitures, une pénurie énorme d'agents de santé dans le flux du travail. Beaucoup de gens travaillent dans le secteur de la santé et ne sont pas employés. Ils font du bénévolat depuis des années. Ils doivent être recrutés et rémunérés par le ministère de la Santé. Les besoins, a-t-il ajouté, sont énormes en installations sanitaires et logements décents pour que les travailleurs de la santé soient logés dans des zones difficiles à atteindre et où ils rechignent à se rendre, d'où l'absence de personnels médicaux dans des régions reculées. Au cours des 12 dernières années, il y a toujours eu des pénuries persistantes d'approvisionnement. Même les gants jetables les plus courants n'étaient pas disponibles, ce qui a entraîné la mort d'un certain nombre d'agents de santé. Il faut initier des formations parce que nous n'avons pas de médecins spécialisés dans le pays. Le nouveau gouvernement doit former des spécialistes, aider le système à fonctionner. Des défis dont il est conscient et pas étonnant que juste après sa victoire, il ait tempéré et fixé des objectifs modestes pour les prochaines années au pouvoir. On a évoqué donc il y a quelques instants ces éléments concernant le bilan. Nous allons donc évoquer ces attentes, ce qui attend donc le président élu. Nous avons donc en ligne l'analyse politique Pamba Yezi. George Weah a placé le Libéria sur la carte du monde grâce à ses prouesses en matière de football. Pensez-vous qu'il peut facilement transformer ses compétences du terrain à la gestion de l'État? Oui, c'est possible, mais les défis sont énormes. Les défis sont énormes, en particulier dans le secteur économique. Vous savez que c'est le moment parce que depuis 2013-2014,
Il y a eu une chute avec la dépréciation du dollar libérien par rapport au dollar américain. Il existe également des défis dans les secteurs de la santé et de l'éducation. Comme vous le savez, Ebola a dévasté le secteur de la santé et le système éducatif doit être amélioré en termes d'enseignement de qualité et en termes de soutien. Ensuite, il y a aussi les problèmes de routes. De nombreuses routes sont impraticables pendant la saison des pluies. Il a besoin à la fois de sincérité et d'honnêteté et d'un peu de mesures d'austérité à prendre pour qu'il réussisse. Comment est-ce possible pour Weah d'accomplir ce que Ellen Johnson Sirleaf n'a pas fait? Les réformes économiques et sociales dont il parle vont-elles venir aussi facilement? Nous devons attendre et voir quel jeu il sortira avec les technocrates. Mais en termes d'économie, nous devons veiller à ce qu'il y ait une valeur ajoutée pour ces ressources minérales et naturelles. Vous vous rendez compte que la plupart des ressources naturelles libériennes sont transformées à l'étranger et ensuite ramenées ici comme produits finis. Il n'y a pas de valeur ajoutée aux ressources naturelles. De créer des usines et d'autres opportunités, cela va aider, mais pour ce faire, il doit également améliorer la main-d'œuvre. Vous savez qu'une partie des contraintes auxquelles le Libéria est confronté est l'absence des ressources humaines dans de nombreux domaines. Il y aurait donc probablement aussi une main-d'œuvre suffisante car, selon l'analyse constitutionnelle faite au cours du millénaire, il y a quelque temps, le manque de main-d'œuvre clé est essentiel pour l'économie. Alors que le Libéria réalise son premier transfert démocratique de pouvoir depuis 70 ans, pensez-vous que le nouveau président réservera une place à l'opposition? Serait-il capable de former un gouvernement inclusif? Eh bien, il faut absolument une opposition. Le Libéria a traversé les principaux changements et que ces changements incluent le fait que les gens expriment leur point de vue tant à l'opposition qu'au niveau du parti au pouvoir. Donc, compte tenu de ce que le Libéria a traversé, il est difficile pour tout gouvernement qui arrivera au pouvoir d'arrêter l'opposition. Le travail de l'opposition sera de contrôler l'action du gouvernement. Merci pour cette interview. Nous vous remercions en effet pour votre éclairage, Pambayezi Duworko. Jerry, vous vous souvenez que le Libéria est le premier pays africain à avoir élu à sa tête une femme? Oui. En effet. Very true, c'est vrai. C'était Ellen Johnson Sirleaf. Elle était en effet entrée dans l'histoire grâce donc à cette élection en devenant en 2005 la première présidente élue du Libéria et d'Afrique avant d'obtenir le prix Nobel de la paix en 2011. Alors il faut savoir que la lutte contre la corruption et en faveur de profondes réformes institutionnelles a toujours été au cœur de son action politique, ce qui lui a valu son surnom de Dame de Fer et d'être envoyée derrière les barreaux à 2 reprises dans les années 80 sous le régime de Samuel Doe. Et pour parler de l'héritage d'Ellen Johnson Sirleaf en tant que présidente, mais aussi en tant que prix Nobel de la paix, nous sommes à présent en ligne avec Justine Difo Tchoukam, coordinatrice nationale de la plateforme camerounaise More Women in Politics, qui signifie plus de femmes en politique. Madame Difo, bonjour. Alors vous militez, vous, au quotidien pour qu'il y ait plus de femmes en politique. Au moment où Ellen Johnson Sirleaf s'en va, quelle image gardez-vous finalement d'elle, première femme chef d'État en Afrique, prix Nobel de la paix? Quelle est la casquette qui vous a le plus marqué chez Ellen Johnson Sirleaf? Les 2 casquettes. D'abord, en tant que première femme chef d'État, pour nous, elle a brisé le mythe de la fonction présidentielle, la fonction de la magistrature suprême qui était jusque-là portée par les hommes.
n'est-ce pas, en tant que chef d'État. Et en brisant ce mythe, nous avons constaté pendant tout son passage à ce poste prestigieux qu'il n'y a pas eu de guerre, n'est-ce pas, de façon constante. Il n'y a pas eu de guerre au Libéria. Et je crois que ceci lui a valu la casquette ce prix de la paix, le prix Nobel de la paix. Et d'autant plus qu'il y a toute une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies qui milite pour l'implication des femmes, n'est-ce pas, dans les processus de conservation de la paix et lorsqu'il y a occurrence de la guerre, dans les processus de prévention et de négociation en vue de la reprise de la paix. Donc, pour moi, les deux casquettes lui vont très bien, quoi. Madame Tchoukam, son arrivée à ce sommet de la gouvernance a-t-elle changé les choses sur le continent, à votre avis? Oui, avec elle, il y a eu cette impulsion au niveau des États qui ont aussi fait des efforts pour impliquer les femmes à des niveaux différents et variés dans leurs États. Et on ne dira jamais que c'est sous sa diplomatie, que c'est sous son mandat, sous sa présence que nous avons eu une femme à la tête de l'Union africaine. Vous voyez-vous, donc c'est un environnement tous azimuts qu'on examine et on se rend compte que dans des pays africains, on peut avoir aujourd'hui des femmes ministres des Finances, ministres de la Défense, tout à côté de nous en RCA. Nous avons une femme ministre de la Défense. C'est un signal très fort. Donc, il est important. Nous avons maintenant au niveau de la Sénat une femme qui est vice-présidente de la Sénat. Donc, pour nous, ça a été vraiment quelque chose qui a permis de bouger la cadence, d'accélérer la cadence. Peut-être pas au rythme que nous aurions souhaité, mais on y est. Et le combat continue sous forme de plaidoyer, sous forme de sensibilisation, sous forme d'éducation même, de renforcement de l'éducation des femmes pour qu'elles soient plus assertives, plus offensives, qu'elles s'engagent davantage. N'est-ce pas? Parce que l'engagement, les hommes ne s'engageront jamais pour les femmes. Elles doivent aussi s'engager pour leur propre cause, parce que rien ni personne ne peut porter cette cause mieux qu'elle. Vous venez de le dire, Justine Diffault, le combat continue, mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui défaut pour qu'il y ait davantage de femmes, si ce n'est présidentes, au moins à des postes décisionnels en Afrique? Oui, nous avons besoin de garanties constitutionnelles dans tous les pays africains et même ailleurs, et même dans le monde, c'est une question universelle. Les femmes ont besoin de garanties constitutionnelles, de garanties telles que la consécration de la parité homme-femme dans la Constitution, ce qui se déclinerait par une loi sur la parité. Alors, avec ceci, les femmes ayant cette garantie constitutionnelle que leurs droits civiques, leurs droits civils, leurs droits politiques sont, protégés, elles s'engageraient mieux, elles s'engageraient davantage. On a besoin de voir des codes électoraux qui intègrent l'approche genre, accordent par exemple l'égalité des chances et prescrivent un certain quota transitoire, des mesures d'action positive, comme on les appelle, des mesures d'action positive pour combler le gap différentiel entre la présence des hommes et celle des femmes à des postes de décision aujourd'hui. Combler ce gap afin de revenir ensuite, n'est-ce pas, sur les principes d'équité et d'égalité des chances. Il est question de cela, il est question de mettre en place des mesures favorables à l'égale participation des hommes et des femmes, mais des mesures encore plus favorables aux femmes pour combler d'abord le gap qui est perçu aujourd'hui du fait des lois qui ne sont pas genre sensibles.
Des mesures favorables à l'égale participation des hommes et des femmes en politique, ce sont vos recommandations, Justine. J'espère qu'elles seront entendues. Merci pour toutes ces précisions. Justine Difo Tchoumkam, coordinatrice donc de la plateforme camerounaise More Women in Politics, qui s'exprimait donc depuis Yaoundé. Voilà qui conclut cette page spéciale sur l'investiture de George Weah et la fin de l'ère Sirleaf au Libéria.